programme pour l'ensemble de l'Afrique, un programme de développement dans le cadre de la mondialisation capitaliste. Et ça définit ça tout à fait Bouteflika. Bouteflika va être l'homme qui va se fixer comme objectif de faire émerger et de faire se développer une bourgeoisie algérienne nationaliste qui défend ses intérêts à l'intérieur du monde capitaliste, mais en lien malgré tout avec le monde capitaliste. Et en 2002, d'ailleurs, il signe avec l'Union européenne un traité d'association de libre-échange entre l'Union européenne et l'Algérie, qui est un traité léonin d'ailleurs, puisque ça va leur faire perdre. Il va arriver à terme en 2020, ce traité. Il leur fait perdre des milliards de droits de douane qui sont perçus. Et puis, il est déséquilibré, c'est-à-dire qu'il favorise les exportations de l'Union européenne vers l'Algérie, alors que les importations d'Europe venant d'Algérie sont moins. Donc, c'est au détriment de l'Algérie. Et vous voyez, développer une bourgeoisie algérienne, et alors, curieusement, non pas curieusement, ça s'explique. Alors qu'il y avait eu des privatisations, tout était privatisé. Dans les années 80, il privatisait tout, liquidé tout. Lui va mettre un terme aux privatisations. Un homme de bourgeoisie, vous allez comprendre pourquoi. Et il revient également sur, il met un terme à l'autonomie de la banque centrale algérienne. Il a fait de nouveau dépendante de l'État algérien. L'objectif de Boumedienne, et ça va être l'objectif de ces 4 mandats, ça va être à la fois de préserver un secteur nationalisé qui lui assure une certaine indépendance, de l'Algérie par rapport à l'ensemble du monde capitaliste, mais qui lui assure également des revenus suffisants, des ressources suffisantes, notamment à travers des revenus de pétrole, pour arroser et former une bourgeoisie algérienne. Et alors, je vous ai dit, c'est un diplomate pour les politiciens amusés. Il va à la fois favoriser l'émergence d'une oligarchie, je citerai 2 textes sur ce sujet, mais il va également créer une petite bourgeoisie de commerçants. Il va y compris autoriser et même favoriser le commerce informel. Vous savez, ceux qui vendent du bio, des légumes sur les trottoirs. Il va par exemple aider financièrement à construire sa maison dans les villages pour faire une zone rurale. Par exemple, les gens, c'est toujours en vigueur de ça. Les gens qui veulent construire, qui veulent agrandir leur maison, qui veulent construire leur maison dans un village, au lieu d'aller habiter en ville, parce que ce sont des monstres. Ils ont une subvention de 700 000 dinars. 700 000 dinars, il y a quelques années, ça représentait 7 000 euros. Avec la dépréciation du dinar ces dernières années, j'ai regardé aujourd'hui, le tarif aujourd'hui, 5 393 euros. Mais ça ne vous dit rien, mais je vais vous donner un ordre de comparaison. Ça représente 32 mois de SMIC algérien. Presque 3 ans de SMIC algérien. C'est-à-dire que les gens qui veulent construire leur maison ont une subvention qui est importante et ensuite ils sont exonérés d'impôts pendant un certain nombre d'années. Alors toute l'astuce de Boumedienne va être ainsi de favoriser à la fois le développement d'une oligarchie. Pardon? Bouteflika. Merci. Vous êtes attentif aussi. C'est pas exprès maintenant. Bouteflika va donc favoriser l'émergence d'une oligarchie dans la région.
colonisation, il y avait, à la fin de la colonisation, il y avait une assemblée, mais il y avait le même nombre d'élus pour les 10 millions les 9 millions d'Algériens et puis 1 million de Témoins. Et puis alors la fraude, je ne dis pas comment ça marchait. Ensuite, ils ont eu le parti unique. Donc, il y a effectivement, historiquement, des mauvaises habitudes qui perdurent. Ceci étant, ne nous abusons pas, Bouteflika jouissait quand même d'un prestige certain dans l'opinion publique. Et Benjamin Stora, à ce mot, on pas quelqu'un qui est suspecté d'un stipendier de Bouteflika, il dit que Bouteflika est un personnage considérable en Algérie. Ce qui est vrai, je l'ai constaté. Alors, il va donc faire ces 4 mandats qui vont aboutir à la situation suivante que je vais vous dire. Je vais vous donner quelques exemples, mais je vais vous dire quand même ça parce que je passe beaucoup de deux économistes de sensibilité communiste. L'un, c'est Omar Bessagoud, c'est un ami qui fait le regard âgé de la faculté de Montpellier, c'est un expert international. Sa déclaration date d'avril, de septembre, c'est très récent, septembre 2019. Il écrit « C'est sous le règne de Bouteflika que l'on verra émerger une oligarchie puissante et un patronat organisé, mais aussi une classe de gros commerçants ou de promoteurs immobiliers, d'intermédiaires de sociétés étrangères, partis de peu en termes de capital. » Et il cite ce chiffre, c'est pendant les 4 mandats de Bouteflika qu'on va voir apparaître 40 à 45 000 sociétés d'importation, qui sont des petites sociétés individuelles. Donc vous voyez, une oligarchie, je vais revenir sur l'oligarchie, mais aussi une petite bourgeoisie, ce qui explique l'assise populaire. Alors, une autre citation d'un autre économiste qui s'appelle Abdelhatif Reban, qui est paru dans le journal Le Soir, il y a un exemplaire du journal, et qui a été reprise dans le journal de l'Action communiste républicain récemment. Le résultat de cette politique est le suivant. Pour bien comprendre, la contribution de l'industrie au produit intérieur brut tombe de 13,1% en 1990, c'est-à-dire avant l'élection du Bouteflika, avec toutes les privatisations qui ont eu lieu, à moins de 6% en 2018, de 13,1 à 6%. Diminution de moitié du PIB. La part de l'investissement public dans le PIB, le produit intérieur brut, qui était de 34% avant 1986, chute de moitié entre 1986 et 1997. Ce sont les spéculateurs et les trabandistes, importateurs, revendeurs, qui sont les principaux acteurs de cette économie dominée par l'informel, qui occupe 4 millions de personnes, soit plus de 69% de l'emploi masculin total. 3 décennies de destruction libérale ont contribué à creuser un fossé profond entre la minorité qui s'est accaparée les richesses du pays et la masse des Algériens où dominent les couches de la jeunesse privée de perspectives d'avenir. Et on va y revenir, on va comprendre pourquoi la jeunesse est si nombreuse dans les manifestations. Les chiffres de l'ONS, non, c'est pas un organisme algérien, attestent d'une proportion de 59,5% de salariés en 2017 contre 81,5% en 1987. Le taux de salariat permanent est à peine de 38,5%. Et alors, tenez-vous bien, l'Algérie comptait en 2012 pas moins de 35 milliardaires et 4100 millionnaires en dollars américains. Quand je vous dis qu'il a créé une oligarchie et une petite bourgeoisie. Alors, ceci étant, en même temps qu'il y a cette explosion du capitalisme
exemple. J'y suis allé, j'ai visité sous la direction des militants syndicaux. La plus grande usine sidérurgique d'Afrique, à El Hadjar, à Annaba, qui a été construite par les soviétiques. Il avait accepté Bouteflika qu'elle soit cédée à ArcelorMittal en 2001. Peu de temps après son élection. Ce qu'on a fait en France, n'est-ce pas? Seulement, à la différence de Florange, l'usine de sidérurgie d'El Hadjar a été renationalisée en 2013 parce que ArcelorMittal avait complètement mis à plat, n'avait pas fait les investissements, etc. Et en 2016, même l'État algérien a repris la totalité de 100% dans cette usine. Vous voyez, j'allais dire que c'est du macronisme, c'est du en même temps. Je suis méchant pour Macron, non, je suis méchant pour Bouteflika. D'accord. Voilà, non, c'est pour le en même temps. Vous voyez, en même temps favoriser l'oligarchie, mais en préserver un secteur nationalisé important qui perdure encore. Et alors, on parle d'enjeux des manifestations à l'heure actuelle. C'est un des enjeux des manifestations. Des groupes de pression étrangers ou intérieurs travaillent au sein de ces manifestations pour remettre en cause l'ensemble du secteur nationalisé. Et notamment le pouvoir, à l'heure actuelle, en place, qui a remplacé Bouteflika depuis qu'il a démissionné le 2 avril, le pouvoir en place pour donner des gages à l'Occident et aux grandes banques mondiales, vient de décider de modifier la loi sur les hydrocarbures de façon à faciliter la pénétration du capital étranger des hydrocarbures. Et il propose ce pouvoir pour la loi de finances de 2020 de supprimer une clause qui avait été adoptée en 2013 à l'initiative par Bouteflika, qui est la clause du 51-49, je m'explique. Les capitaux étrangers qui s'investissent en Algérie n'ont pas le droit de dépasser 49% du capital social. 51% doivent être possédés par des capitaux algériens. Vous voyez, à la fois favoriser le capitalisme et le nationalisme en même temps. Et à l'heure actuelle, donc, le pouvoir en place qui veut se faire bien voir des Occidentaux a inscrit la suppression de cette règle du 51-49 dans la loi de finances de 2020. Alors, j'en reviens rapidement à Bouteflika et puis on va aller carrément à la manif après. Il maintient un secteur public important. Après il maintient un certain niveau de vie en Algérie. Alors, sous la pression, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des luttes en permanence. Il y a eu des luttes en permanence pendant les 4 mandats de Bouteflika. Il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations, il y a eu des barrages routiers, etc., malgré un syndicat officiel du GTA, mais parce qu'il y a aussi des syndicats autonomes qui travaillent, qui ne sont pas en tenue, mais qui ont sur rue. Il y a des luttes en permanence. Et quand il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe, le SMIC a été augmenté en 2009 de 30% et de 20% en 2012. Seulement, il n'a pas été augmenté depuis 2012, et avec l'augmentation des prix depuis, ça a rogné le pouvoir d'achat qui avait craqué à ce moment-là. Ça va être d'ailleurs une des causes du déclenchement. Alors, l'emploi dans cette affaire, avec cette politique de Bouteflika, j'ai vérifié les chiffres de l'emploi, parce qu'il faut vérifier les chiffres tous les jours. Pour préparer cette rencontre aujourd'hui, j'ai tout repris ce que j'avais jusqu'à maintenant travaillé, j'ai les chiffres. Tous les organismes concordent, à la fois le ministère algérien du Travail, le Bureau international du travail, et les organismes de l'ONU. Le chômage aujourd'hui est chiffré à 11,7% en Algérie aujourd'hui. Pour donner un ordre de comparaison, il est de 5% en France. Donc supérieur. Mais vous voyez, ce n'est pas les chiffres que l'on a en général en tête. Il y a à l'évidence une baisse du chômage depuis que Bouteflika a pris le pouvoir en 1999. Une
création d'un salariat nombreux, mais au prix de l'autorisation du commerce informel. La plupart maintenant, beaucoup de gens en Algérie ont un petit commerce, ils vendent des fruits sur le trottoir, des choses comme ça, et c'est toléré par le pouvoir, et c'est une des raisons qui fait qu'il n'y a pas le taux de chômage aussi élevé que ce qu'il peut y avoir dans notre pays, c'est parce que ce commerce informel est favorisé. Alors, autre caractéristique, dans cette période de Bouteflika, il y a eu un très très fort, un effort important qui a été fait pour le logement à la fois le logement social, mais en même temps ils ont favorisé des sociétés immobilières pour qu'il y ait du logement de luxe pour ces nouveaux riches. Les loyers, par exemple, dans le logement social, vous avez dit, alors le prix c'est à la mesure du SMIC. Le SMIC est de 18 000 dinars actuellement en Algérie, ce qui est de 170 € par mois. Et voilà, mais il faut comparer un loyer, le loyer en HLM, c'est entre 2,3% et 13 € par mois. Vous voyez, donc il faut comparer ce qui est comparable. Alors, les chiffres, on ne compte pas tous. Bouteflika dit, lui, qu'il a créé 3 millions de logements. Les chiffres des différents organismes que j'ai consultés, c'est 2 millions. Mais c'est déjà important. Les hôpitaux, par contre, il y a eu une baisse de qualité des soins. Et on assiste à l'heure actuelle, depuis quelques années, à une fuite des médecins qui vont dans le privé pour monter leur propre clinique parce qu'il y a maintenant une clientèle de riches où on est très bien soigné, mais on paye cher. La gratuité existe toujours dans les hôpitaux. Hein. Mais à côté, il y a des cliniques privées où on est mieux soigné que dans les hôpitaux. L'enseignement, les résultats sont contrastés. L'analphabétisme a reculé. L'alphabétisation est de 77,9%. Je dis bien l'alphabétisation, 77,9%. Et il y a eu, jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que Bouteflika démissionne, une ministre qui était une ministre de l'Éducation, qui était une parente à lui d'ailleurs, puisqu'elle était mariée, une de ses sœurs par contre était mariée avec un des frères de Bouteflika. C'est la fille de celui qui a créé la grande mosquée de Paris en 1937. Ça a été une très très bonne ministre qui a eu d'ailleurs beaucoup de difficultés avec les islamistes. L'enseignement, j'en profite pour vous le dire, c'est l'arabe qui est enseigné comme langue officielle, comme langue constitutionnelle, le français, mais aussi, il faut que vous le sachiez, la langue urbaine, Amazigh est enseignée dans les écoles. La civilisation amazigh est reconnue par la Constitution depuis 2005. On ne le sait pas. Et c'est dommage que j'avais préparé un truc, j'ai pu faire une projection. En 2017, il y a un timbre avec le drapeau amazigh, qui était un très beau timbre. Si bien que quand vous voyez aujourd'hui le général Khalid Salah arrêter des jeunes qui portent le drapeau amazigh, c'est un recul par rapport à ce que c'était amazigh est reconnu. Alors évidemment, en Kabylie, il y a aussi un parti qui s'appelle le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est financé d'ailleurs par Israël, qui lutte pour la séparation de la Kabylie du reste de l'Algérie. Donc il y a des revendications outrancières. Mais la culture amazigh est reconnue, elle est enseignée dans les écoles. Il y a également eu une amélioration. Toutes les écoles, y compris l'école primaire. Alors, toutes les écoles. Alors, c'est progressif, madame, parce que l'enseignement, c'est que depuis 3 ans qu'il est en œuvre, et toutes les wilayas n'ont pas encore été touchées par ce développement de l'enseignement de la région. Oh, vous connaissez bien, je crois. C'est bon.
prévoir un développement capitaliste de l'agriculture. Par exemple, il y a des cultures intensives sous serre, avec d'immenses toiles sur des hectares et des hectares, dans le Sahara, avec pompage de l'eau dans les nappes profondes. Ce qui est une hérésie, parce que ça va mettre en cause l'existence même des oasis. Mais grâce à ce système, ils sont devenus autosuffisants pour la production de tomates. Et vous voyez les deux aspects des choses. Développement capitaliste. Voilà, et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Alors, vous comprenez bien mon propos. Je n'ai pas placé ça sur le terrain de la morale. Bien évidemment, il y a la corruption, il y a tout ce qu'on veut, mais vous comprenez bien que ce n'est pas un problème de déviation personnelle des individus. C'est un système économique qui est en eux. C'est le système capitaliste. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause pour que l'Algérie puisse avancer. Alors, j'en termine par ça parce que ça montre la complexité du président Bouteflika. Une des caractéristiques de la politique algérienne depuis 1962, c'est sa politique de paix. Et ça a été maintenu par-delà tous les changements de régime, y compris par-delà de la conversion à l'économie de marché. Et c'est inscrit dans la Constitution, y compris la dernière Constitution de 2016, indique un article que l'armée algérienne ne doit pas intervenir à l'extérieur de ses frontières. Et l'Algérie est créditée d'une politique de paix, jouit de beaucoup de prestige en Afrique et dans le monde. Par exemple, Bouteflika et l'Algérie ont refusé de participer à la guerre au Liban, ou contre la Syrie, ou en Irak. Ils ont refusé de participer à la guerre de l'Arabie Saoudite contre le Yémen. Dernière chose enfin, à la suite de. Donc, je fais un petit retour en arrière. Dans les années 80, passage à l'économie de marché, chute des prix du pétrole, baisse de chômage massif, perte de ressources, une immense révolte se développe, qui va être captée par les islamistes. Et à ce moment-là se pose une question pour les dirigeants algériens. Les islamistes gagnent le premier tour, gagnent les élections municipales, et ils gagnent le premier tour des élections législatives de 1992. Et donc, l'État algérien décide d'arrêter le processus électoral, qu'il n'y ait pas de deuxième tour, de façon à éviter que ce soit le Général et le fils, sinon il y aurait Daesh. C'est le processus électoral. Les puristes vous diront que ce n'est pas démocratique, Mitterrand d'ailleurs était contre, c'est pas le processus électoral, etc. En attendant, moi je constate qu'ils ont mis un terme. Mais s'en est suivi une guerre qui avait entre 100, 150 000, 200 000 morts, ce qu'on a appelé la décennie noire. Et alors, un des mérites, mais il fallait l'autorité de Bouteflika pour ça. Un des mérites de Bouteflika a été de promouvoir ce qu'on a appelé la charte pour la paix et la réconciliation nationale. C'est-à-dire que tous les terroristes qui déposaient des armes étaient pardonnés, sauf ceux qui avaient participé à des crimes de masse ou à des attentats contre des agents de l'autorité, de l'État, etc. Il n'y a pas eu de procès, vous voyez, comme en Afrique du Sud, par exemple. Ça a été une mesure de pardon pour ceux qui déposaient des armes, et ceux qui ne déposaient pas les armes étaient poursuivis, chassés, pourchassés, si bien que, alors moi j'ai connu à ce moment-là, les familles étaient divisées. Dans la même famille, il y avait des gens qui étaient avec les terroristes du GIA et d'autres qui étaient dans les forces de sécurité. Donc, c'est un pays qui était vraiment divisé. Donc, cette charte pour la paix et la réconciliation nationale a rétabli la paix, et maintenant on peut se promener le jour devenu en Algérie, ce qui n'était pas le cas encore en 2005. J'ai écrit mon livre d'ailleurs, ce sont tous les voyages que j'ai faits à la sortie de la décennie noire.
c'est vraiment un fait majeur dont on peut créditer le président Bouteflika. Qui, alors je vais vous dire, pardon. Il y avait une forte abstention. Alors, bien évidemment qu'il y a eu une abstention parce que les familles étaient divisées. Hein. Il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre le régime. Mais le référendum en 2005 a été d'accord majoritairement avec la charte et elle a été promulguée en 2006 par Bouteflika. Et elle a effectivement rétabli la paix. Alors, juste une petite anecdote, j'espère que ça ne va pas trop retarder. Je participe chaque année, je n'étais pas installé pour des raisons que vous avez. Je participe chaque année aux cérémonies du 1er novembre 1954. Donc on va au cimetière, à l'extérieur, et on passe à côté d'une grande cité. Et mes amis algériens me disent, tu vois cette cité, il n'y a que des gens du GIA, il n'y a que des djihadistes qui habitent. Parce que ceux qui ont été pardonnés, en général, ils ont retrouvé un logement, ils ont souvent retrouvé leur travail, et ceux qui ont eu un logement, ils les ont mis dans des quartiers à part pour pouvoir mieux les surveiller. On dirait que ce n'est pas très démocratique, mais bon, dans les commissions d'Algérie de l'époque, voilà, donc effectivement, ils les ont surveillés comme ça. Ils ont eu des logements. Ce qui, entre nous, a créé aussi quelques difficultés, parce qu'il y a des gens qui demandaient un logement depuis un certain temps, qui disaient, lui, qui était contre nous, djihadiste, il a un logement, et moi j'en ai pas. Voilà. Donc, le mandat de Bouteflika, je vous ai parlé des 4 mandats. Le 4e mandat, c'est nul, c'est zéro. Il a fait son AVC en 2013, il se fait réélire en 2014. C'est devenu un début. Alors, est-ce qu'il avait quand même la capacité intellectuelle pour diriger? Est-ce qu'il était que diminué physiquement? Les débats sont ouverts. Il y a une lettre qui a été écrite en 2015 par Zora Drif. Zora Drif, c'est une des héroïnes de la guerre d'indépendance, c'est ce qu'on appelle les jeunes filles de la caserne, celles qui portaient les camarades avec les bombards. Il y avait une lettre de Zora Drif et de 19 gars. Zora Drif, d'ailleurs, qui préside le comité de soutien à Louisa. Une lettre de Zora Drif et de 19 signataires, des anciens moudjahidines, où elle s'adresse à Bouteflika en disant: on fait une politique qui ne vous ressemble pas. Est-ce que c'est vous vraiment qui dirigez? Et donc, il y a vraiment une interrogation. Donc, 4e mandat, nul, si ce n'est la décision spectaculaire, mais est-ce que c'est lui qui l'a prise? En décembre 2017, il décide de reconnaître comme journée chômée et payée le nouvel an berbère. Vieille revendication des berbéristes. Donc depuis le 12 janvier, puisque c'est la date, c'est le 12 janvier, une discussion depuis le 12 janvier 2018, en Algérie, le nouvel an berbère est chômé et payé. C'est la seule chose que l'on puisse mettre à l'actif du 4e mandat. Les 3 autres mandats, vous voyez comment ils sont complexes, avec beaucoup d'aspects négatifs, un renforcement du capitalisme, un certain nombre de réalisations sociales, donc une image, enfin, un bilan extrêmement complexe, que j'ai tenu à vous donner parce que ce n'est pas l'image qu'on donne en général de l'Algérie. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi se sont-ils révoltés par le 2 février? Les Algériens sont des gens très très fiers. Et l'image que donnait au monde ce président, le 1er novembre 2018, par exemple, il est allé au cimetière de Dalia, il était sur son fauteuil roulant, attaché, parce qu'il pouvait même, il n'était pas en mesure de se tenir assis, il était attaché, le hagard. Le peuple algérien était bouleversé par cette image, de l'image
que donnait l'Algérie à travers ce président qui était devenu important. Et en plus, cette jeunesse qui est une jeunesse instruite, qui n'a pas de travail. Alors, le chômage de 11,7 chez les jeunes est plus élevé, et des jeunes qui n'ont pas de travail qui correspondent à leurs compétences. Les deux éléments ont fait qu'il y a ce mouvement qui s'est engagé le 22 février contre le 5e mandat de Bouteflika. C'était le mot d'ordre unique à l'époque, contre le 5e mandat. Un mouvement, je l'ai dit, d'une force extraordinaire. J'ai parlé d'1 million de personnes à Alger, mais c'était toutes les villes qui étaient envahies par les populations très très jeunes. Si bien qu'il a été obligé de démissionner le 2 avril 2019, et même ceux qui l'ont remplacé, qui voulaient faire des élections présidentielles à leur main le 18 avril, puis après ils ont prévu le 4 juillet, les manifestants ont dit non, c'est pas vous qui organisez les manifestations, on ne veut pas que ce soit qui organisez les élections, on ne veut pas que ce soit vous, les élections ont dû être reportées. Donc un mouvement suffisamment fort pour obtenir la démission de Bouteflika et le report des élections. Mais un mouvement contre et divisé sur qu'est-ce qu'il faut faire après. Alors, quelques explications. Je vais commencer de raccourcir. Parmi il y a trois tendances. Enfin, un peu plus, je vais commencer par les trois. Dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle le dialogue national, qui comprend d'anciens candidats à la présidence contre Bouteflika, Benflis, qui est de nouveau candidat cette fois-ci. Avec lui, des gens du MSP, c'est-à-dire les islamistes. Eux, depuis le début, ils sont dans les manifestations, mais les islamistes ne sont pas du tout apparents dans les manifestations, ils sont en perte de vitesse. Mais Ali Benflis, ils soutiennent Benflis. Ali Benflis était depuis le début pour le dialogue avec le pouvoir, pour organiser la transition avec le pouvoir. Il y a une deuxième tendance, l'alternative démocratique, qui comprend les partis de gauche, socialistes, dissidents des communistes, l'ANR, le RCD, qui eux qui disent qu'il faut d'abord faire une constitution et qu'on vote après. Les communistes ne font pas partie de l'alternative démocratique. Ils considèrent que c'est un rassemblement de réformistes. Et puis il y a la société civile qui, elle aussi, était pour le dialogue. Et alors, travaillent là-dessus des groupes, par exemple l'ADNI, qui est un groupe de jeunes entrepreneurs, qui depuis le début dit si on obtient satisfaction, il va falloir relever l'Algérie, il va falloir se retrousser les manches.